Elisabeth Assayag, Elliott Deval, Gauthier Lebret, Olivier Guénec et nous sommes avec Fabien Bouglet. Le nucléaire, la France a-t-elle fait n'importe quoi? C'est le sujet qui résume toute l'incompétence, je le disais, d'une classe politique. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé mardi que la réduction de la part du nucléaire en Europe avait été une erreur stratégique. Ça fait des années que nous le disons, qui a eu pour conséquence de détourner d'une source fiable et abordable. Alors, il faut quand même réécouter ce que les uns et les autres ont dit sur le nucléaire. Emmanuel Macron en 2018, je rappelle qu'en 2017, il fait sa campagne sur un thème 50% de nucléaire en 2025. Ce serait aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit en 2018. Je n'ai pas été élu pour ma part sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Et je tiendrai cet engagement. J'aurais souhaité pouvoir le faire dès 2025, comme le prévoyait la loi de transition énergétique. Mais il s'est avéré, après expertise pragmatique, que ce chiffre brandi comme un totem politique était dans les faits inatteignable. Nous avons donc décidé de maintenir ce cap des 50%, mais en repoussant l'échéance à 2035. 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Vous vous rendez compte, mais quand on réécoute ça, la folie de ceux qui gouvernent. C'est la suite de François Hollande aussi qui parlait de décroissance nucléaire dans son programme. Assayag. François Hollande parlait de décroissance nucléaire dans son programme. Pour des raisons purement idéologiques. Voilà, donc c'est la suite. Bien sûr. Alors, on a 57 réacteurs aujourd'hui. On a 6 EPR qui sont dans les tuyaux. Et là, il imaginait en supprimer 14. Évidemment, aucun n'a été supprimé à part Fessenheim. Édouard Philippe, Premier ministre en 2019 à l'Assemblée nationale. Écoutez ce qu'il dit. C'est ce gouvernement qui fermera la centrale de Fessenheim avant la fin de l'année 2020 et qui a proposé un chemin crédible pour réduire la part du nucléaire à 50% d'ici 2035. Avec le développement massif du renouvelable et notamment de l'éolien en mer. Éolien en mer, qui est une aberration esthétique, qui est une gabegie financière, qui marche par définition lorsqu'il y a du vent et qui coûte une folie parce qu'il va falloir raccorder cela au terrestre. Et Édouard Philippe veut être président de la République. Qui reste maire du Havre ? Qu'il essaye déjà d'être maire du Havre. Parce que franchement, quand à ce niveau-là, on fait autant d'erreurs stratégiques, en fait, on ne revient plus après. On ne revient plus en politique. On se dit, on dit, écoutez, sur des erreurs aussi importantes, parce que moi, je n'ai plus confiance sur rien. Quand on est capable de faire une erreur aussi importante là-dessus, je ne sais pas pourquoi il n'en ferait pas une autre. On peut revenir, c'est aux Français d'arbitrer. Vous avez raison. Aux Français, s'ils veulent revoter Édouard Philippe qui a fermé Fessenheim, qui revote Édouard Philippe. Vous avez raison. Ils ont élu Avignon, Raphaël Arnaud. Faut-il encore que ce thème soit au cœur de la campagne présidentielle? Ce que je veux dire, je suis un peu effectivement excessif, mais je trouve que le nucléaire illustre un suicide français et l'incompétence des gens qui nous gouvernent. Et l'incompétence par idéologie, par bêtise et par soumission. Et je pense que ces gens ne sont pas très bons et n'ont pas beaucoup de courage. Et je me rappelle ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy à François Hollande dans le débat de 2012 où effectivement lui prônait le nucléaire. Mais la gauche, pour des raisons idéologiques, a planté et évidemment l'industrie derrière. En plaçant aussi des ministres comme Dominique Voynet. Bien sûr. Ou Nicolas Hulot. Là, Dominique Voynet, c'est encore autre chose. C'est un scandale. On est sur une trahison. Ouais, c'est-à-dire qu'elle est, elle n'a pas servi son pays, elle a servi ses intérêts. Et elle est députée. Et personne ne lui dit rien quasiment. Mais c'est une honte. Elle devrait. Mais Nicolas Hulot, même combat. Mais bon, Nicolas Hulot, c'est encore autre chose. Nicolas Hulot, il a disparu de la circulation. Oui, mais en 2021, il nous expliquait qu'à terme, il fallait sortir du nucléaire. Il a été ministre de l'écologie, même si ça a été furtif. C'est une personne qui donnait le tempo de l'idéologie à la terre entière. À la terre entière, ces gens-là donnaient des leçons. Bon, écoutez ce que disait M. Hulot, c'était sur BFM en 2021. Je pense qu'à terme, on doit sortir du nucléaire. Mais il y a une étape pour en faire la démonstration qu'on est capable, c'est le 50%. Et qu'en attendant, on ne doit pas relancer de nouveaux réacteurs, parce que je suis convaincu, et il y a des exemples sur lesquels je m'appuie, je rappelle quand même que le Portugal, pendant certains mois, et même plusieurs mois d'affilée, avec des énergies renouvelables, avec, encore une fois, un mix énergétique d'énergies renouvelables, a produit plus de 130% de son énergie avec des énergies renouvelables. Pourquoi est-ce que le Portugal serait capable de le faire et que l'Europe, avec des réseaux intelligents, ne serait pas capable de faire? Ces gens sont dangereux, Fabien Bouglet. Tout à fait. Ces gens sont dangereux. Alors, on rappelle que le nucléaire, en France, il n'y a aucun incident.
On rappelle que c'est décarboné, on rappelle que c'est propre, bien évidemment. Il y a un souci manifestement pour les déchets ? Non, pour les produits de réacteurs nucléaires qui vont servir pour les réacteurs de nouvelle génération. Mais je voudrais souligner un point très important, Pascal Praud. Les réacteurs nucléaires que nous avons construits, ils ont 50 ans. Ils peuvent continuer à vivre jusqu'à 80 ans. Et ça a été fait à quel moment ? C'est un moment clé de l'histoire de France. En 1973, il y a le choc pétrolier qui est lié à la guerre du Kippour. Israël, la Grande-Bretagne et la France partent soutenir, et les États-Unis viennent soutenir, Israël. Israël gagne cette guerre du Kippour, et en contrepartie, les pays de l'OPEP se vengent en créant une crise énergétique majeure et en faisant multiplier par 7 le prix du pétrole. Et comme cette crise énergétique majeure est fondamentale, elle a une conséquence économique terrible puisqu'elle accroît l'inflation, elle accroît le coût de l'électricité des Français, qui est multiplié et donc qui peut détruire l'économie française. Messmer, le Premier ministre, décide de construire 13 réacteurs nucléaires. Et il s'en suivra la construction de 58. Et donc, en fermant Fessenheim, on ferme 2 des réacteurs nucléaires décidés par Messmer. Pourquoi je dis ça ? Parce que cette décision a 50 ans et qu'aujourd'hui, les outils industriels construits par la décision du Premier ministre de l'époque produisent 70% de l'électricité française. Et que la raison pour laquelle on a une électricité encore, malheureusement, et qui malheureusement augmente, encore la moins chère d'Europe, c'est parce que Messmer n'était pas dans la tambouille politicienne d'un petit accord de table. Il a pris une décision de long terme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a eu un système électrique qui a été complètement dévoyé par des accords politiciens. Vous avez parlé de Nicolas Hulot, on a parlé de Dominique Voynet. Et ce qui est terrible, c'est que on continue, parce qu'on a parlé des déclarations de Von der Leyen, on a parlé des déclarations d'Emmanuel Macron, on continue à faire des incantations, on dit on va relancer le nucléaire. Aujourd'hui, après 2021, parce qu'en fait Emmanuel Macron a reviré en 2021, lors du plan d'investissement 2030, suivi par les annonces de Belfort en 2022, depuis 2022, il n'y a pas encore le début d'une pelle de construction des 6 réacteurs qui étaient attendus. Et aujourd'hui, on a la guerre en Iran. Et 16h24, on va marquer une pause dans une seconde, mais je vous propose d'écouter, parce que les archives sont toujours intéressantes à l'aune de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors là, la guerre, manifestement, a remis un petit peu les choses d'aplomb. Il ne s'agit plus de rouler à bicyclette et de manger du tofu. Nous sommes d'accord. Non, mais c'est vrai. Lorsque la guerre arrive, ça remet tout le monde un peu d'aplomb. On est sur des vrais sujets. Vous voyez, donc on investit effectivement dans l'armée, dans la défense, parce que on peut être en danger. On revient à des fondamentaux, si vous me permettez. Écoutez Elisabeth Borne, qui était ministre de la Transition écologique en 2020. Je pense qu'il faut peut-être déjà rappeler pourquoi on ferme cette centrale. Ce n'est pas une lubie ou une question d'idéologie, c'est vraiment au cœur de notre politique énergétique de ne plus être dépendant d'une seule technologie. Vous savez que le nucléaire, c'est aujourd'hui 70% de l'électricité qui est produite en France. On veut être moins dépendant, ramener la part du nucléaire à 50% en 2035 en développant massivement les énergies renouvelables. Et donc la fermeture de Fessenheim, c'est la première étape de cette trajectoire. Alors c'est vrai que tous ces gens qui se trompent pour des raisons idéologiques, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on reproche au nucléaire ? C'est quoi la vraie raison ? Ce qu'on reprochait au nucléaire, c'était lié à une propagande des associations anti-nucléaires issues de Greenpeace, WWF venant de l'Allemagne. On leur reprochait un risque très fort lié à 2 grandes catastrophes. La catastrophe de Fukushima, qui était en fait un tsunami et pas une catastrophe nucléaire, et puis Tchernobyl. Et donc les associations antinucléaires ont profité de ça. Mais vous savez, la catastrophe énergétique la plus importante, c'est dans les énergies renouvelables. C'est l'hydroélectricité. C'est un barrage chinois qui, au moment d'un typhon, a fait 200 000 morts. Ce qui est vrai, c'est que si, par exemple, un jour on est en guerre et qu'on bombarde des centrales nucléaires, je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait utilisé cet argument, ça peut faire peur. Mais il est 16h26, on va marquer une pause. Monsieur Bouglet est là, vous pouvez l'interroger si vous êtes réveillé de la sieste, puisque je rappelle que c'est la journée mondiale de la sieste. Et vous pouvez surtout nous appeler au 01 80 20 39 21. Par exemple, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de la tenue
de Elliott Deval. Qui est venu en t-shirt et en... Non, ça s'appelle un sweatshirt. Vous pouvez mettre la capuche pour voir comment... Parce que ça fait jeune quand on met la capuche comme ça. J'essaye, on va voir. Regardez, ça me va bien ou pas? C'est vrai. C'est pas mal, mais je préfère l'enlever quand même, la capuche. Allez, il est 16h26. Vous voyez, par exemple, ça, c'est un jeune homme bien habillé. Il a mis sa veste, il n'a pas mis sa cravate. Je sais que depuis des années, vous tentez de nous opposer, Elliott et moi, pour un petit plaisir coupable, mais vous n'y arriverez pas. Exactement. Oh là là. Et tremblez, Pascal, parce que l'union fait la force. Écoutez, Sic Transit Gloria Mundi. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. C'est quoi Sic Transit Gloria Mundi, vous savez, voilà, on ne peut pas être et avoir été. Il y en a qui n'ont jamais été. Donc c'est déjà 7h27.